pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 aujourd'hui en compagnie de Michel Bernier, Maman, Gérard Miller, Assez. Philippe Tesson et Boudeur. Voilà, une équipe éclectique. Absolument, la jeunesse, la beauté, l'intelligence, la grâce, tout ça réuni dans une seule émission, c'est rare. J'allais dire en vous seul, j'allais penser que vous alliez dire. Non. Chacun n'exprimant qu'une seule de ses qualités. Laquelle la vôtre? Vous, c'est la grâce, moi, c'est l'intelligence. N'importe quoi. C'est pas très gentil ce que vous venez de dire à Philippe Tesson. Écoutez, c'est rare qu'on lui ait dit que c'était la grâce. Non, enfin, il vient de me traiter de con. Philippe Tesson sait très bien qu'évidemment, faire compliment à quelqu'un qui est intelligent, notoirement, lui dire qu'il est beau, c'est évidemment lui faire un compliment supplémentaire. Oh, que c'est bien dit. Oh là. Vous connaissez très bien l'histoire du monsieur qui s'assoit à côté d'une femme extrêmement belle et d'une femme très laide. Et il dit à ce moment-là, je suis à côté de la grâce et de l'intelligence, et la femme très laide dit, je ne savais pas que j'étais aussi belle. Bien sûr, c'est toujours comme ça lorsqu'on a une qualité évidente, et c'est l'intelligence personnifiée. J'ai quelques mails en tout cas à vous proposer. Michel qui m'écrit, j'ai trouvé une solution pour que les Bleus gagnent leur prochain match. Il faut que l'échange des maillots soit fait avant le match et non pas à la fin comme de coutume. C'est drôle ça, c'est marrant, c'est une bonne idée. Merci à Laurent Ruquier d'avoir parlé football, mais ça commence à bien faire. Tout le monde parle football. Et à ce propos, j'ai une histoire, dit Philippe. Dans le salon, un gamin regarde un match de foot de l'équipe de France à la télé pendant que son père se verse un verre dans la cuisine. Le gamin crie alors « Papa, papa, les Bleus ont marqué un but !» Le père dit « T'inquiète pas, c'est dans la pub, fiston. » C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a que pendant les pubs qu'on voit les mecs, les Français marquer Les vraies stars, c'est pendant les pubs. Pendant les pubs pour les téléphones portables, les yaourts et je vous en passe, ça, Zidane et les autres, ils en marquent des buts. Hein. Peut-être qu'ils sont mieux payés dans les pubs que pendant le match. C'est ça l'idée. Dire, voilà, ouais. Au prix qu'ils sont payés, ils ont intérêt à marquer des buts dans les pubs. Ouais. Alors non, mais ça n'arrête pas. Hein, autant vous le dire, les blagues sur les joueurs de foot et sur l'équipe de France de foot, ça commence évidemment à pulluler. J'ai celle-là aussi. C'est dans une école à la frontière franco-suisse. L'institutrice dit qu'elle est fan de l'équipe de France et elle demande aux fans de l'équipe de France de lever la main. Pour faire comme la jolie institutrice, tous les élèves lèvent la main, sauf une. Alors l'institutrice dit, enfin ma petite Émilie, tu n'es pas fan de l'équipe de France, toi? Non, répond Émilie. Moi, je suis fan de l'équipe suisse. Ah bon? Et pourquoi? Parce que mes parents sont fans de l'équipe suisse, donc je suis fan de l'équipe suisse. C'est voilà ce que dit la petite fille, c'est logique finalement. Et l'instit veut donner une leçon à la petite fille, dit et si tes parents étaient des imbéciles finis, tu serais quoi? Et là la petite Émilie répond je serais fan de l'équipe de France. Elle est pas mal celle-là. Bon, je vous écoute sur internet depuis Montréal avec mes gougounes aux pieds, m'écrit Aurélie. Alors, autant le dire, depuis quelques jours, nous avons la version de chaque pays des tongs, puisque depuis dimanche, grâce à un article du journal du dimanche, du JDD, on sait que les tongs sont très tendance. Alors, on a d'abord dit que les tongs s'appelaient tongs. Ensuite, on a appris qu'aux États-Unis, elles s'appellent flip-flop. Eh bien, au Québec, ce sont les gougounes. Vous portez des gougounes, vous? Alors, je déteste les gougounes. Déteste avoir ce truc entre les doigts de pied là, ça me plaît pas du tout, ça me fait un mal de chien. Sans le truc, ça tiendra pas. Oui. C'est vrai. Mais je préfère la sandale, toute bête, mais ce truc entre les doigts de pied, ça me plaît pas. Je ne vous vois pas en tongs, Philippe Tesson. Ah non, je suis comme Michel, je déteste ça. Puis j'ai les pieds trop gros, trop grands. C'est pas possible que j'en trouve à ma taille. Ce qui est drôle, c'est que ça a été ringard pendant des années là, de porter des tongs. Tout le monde se foutait de la gueule des gens qui portaient des tongs. Il y a deux trucs ringards, c'est d'une part les tongs, d'autre part les gens qui mettent les lunettes sur le front. Philippe, je ne comprends pas pourquoi vous continuez de faire ça. Pour pas les perdre. Mais non, je vous assure, mais si mes tongs à cette place-là. J'ai jamais perdu mes lunettes. Tous mes copains qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils mettent pas leurs lunettes tout le temps. Oui. Moi, je mets les lunettes, c'est pour lire le journal. Comment on appelle ça? Presbyte. Pour pas les perdre, tout le monde les perd. J'ai sur le front. J'ai la chance d'avoir un front fait comme les singes. Oui. C'est-à-dire une espèce de surplomb là, au-dessus des yeux. Il y a 2 étagères au-dessus des yeux. Ça tient. J'ai cette chance-là, je vous assure. Vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas un singe. Ça, c'est pas faux, ça. Il y a un décalage chez Tesson. Il met ses lunettes sur le front et quand il fume la pipe, c'est dans les trous de nez. Maman. Moi, mon oncle, lui, quand on lui demande pourquoi tu mets tes lunettes sur le front comme ça, il dit je suis myope du cerveau. Voilà, Tesson, c'est pour vous. On se retrouve après la pub.
J'avais pas terminé les mails, j'en ai d'autres. Bonjour à toute l'équipe. Laurent, vous me faites rire depuis très longtemps, mais vous avez une équipe formidable. Même Gérard Miller, j'ai appris à l'aimer. Bonjour aux filles, bise à Stevie. C'est quelqu'un qui aime tout le monde, vraiment. Elle s'appelle Huguette. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui me félicite pour les nouveaux chroniqueurs de l'émission qui sont super. Je ne sais pas qui les choisit, mais le choix est très bon en tout cas, nous dit Laura. C'est valable certainement pour vous, Boudère, pour vous, Maman, et pour vous, Philippe Tesson, qui est un nouveau chroniqueur aussi finalement. Et les compliments, c'est aussi pour vous, puisque c'est vous qui les choisissez, précisons-le. Pour moi, parfois pour Paulette aussi, qui découvre dans les théâtres quelques jeunes humoristes, comme Philippe Tesson, quand il faisait son one-man show, elle l'a vu, et elle s'est dit, tiens, il est drôle, Tesson. C'était au Zénith. Vous faites le Zénith, vous? Oui. Je fais le Zénith. C'est un petit bar. C'est un peu petit. À votre œil. Je prépare le Stade de France, avec Robert Hossein. Bénure, c'est vous. Voilà. Arrête ton char, tout en muscle. Non, mais ce sera formidable. Il y a combien, 450, 500 figurants autour de Bénure. Bénure sera tout seul. Je crois qu'on peut le raconter. Il le dit à qui veut l'entendre. Bénure sera tout seul au milieu du stade. Il y aura juste un projecteur, enfin une série de projecteurs qui l'inonderont, mais ce sera une focale très très étroite. Il sera tout seul au milieu du stade. Autour de lui, ce sera la nuit. Puis tout d'un coup, il y aura un formidable bruit d'orchestre qui surgira. Tous les projecteurs s'allumeront. Et il y aura autour de lui 450 types à ses genoux. Ça sera formidable, ça. Franchement, moi, à chaque fois que je vais voir les grands trucs comme ça, je regarde jamais le personnage principal, je regarde les gens qui sont autour. Oui. Et il y en a beaucoup qui galèrent. Hein. Ah oui? Il y en a un, je l'attrape en train de fumer une cigarette. Pendant que l'autre faisait son truc. Non, c'est vrai. Vous voulez dire qu'on peut pas regarder tout au Stade de France? Ouais, non, c'est pas possible. Ils font ça d'ailleurs dans le match des Bleus aussi. Si vous regardez bien, celui qui a pas la balle, Barthez, il fume une clope dans les buts. Il y en a un qui téléphone sur l'aile. Enfin bon. Il boit une bière, il mange une choucroute. Voilà. En Allemagne, c'est un peu normal. Bah oui, c'est pour ça que je dis César. Vous suivez les matchs, vous aussi, Michel? Énormément. Je suis énormément les gens qui suivent les matchs. Oui. Parce que je suis obligée. Vous pouvez pas faire autrement. Bah oui, tout le monde en parle tout le temps, donc évidemment. Quittons un peu le football pour le musée du Quai Branly, on en reparlera, mais on a un auditeur qui s'appelle Pierre qui n'est pas content du tout, qui dit comment Europe 1 et les autres radios d'ailleurs aussi peuvent-elles faire l'éloge de Monsieur Nouvel, cet architecte qui est l'auteur du musée des Arts premiers et qui, il faut le dire, a fait une construction certes de bonne facture générale, mais qui n'est pas faite pour tous les Français, car les personnes handicapées ne peuvent le visiter pour l'instant. Ce n'est donc pas un grand architecte, mais un monsieur qui ne respecte pas les recommandations sur l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées, alors qu'en plus, Monsieur Chirac, pour qui ce musée lui est très cher, c'est le cas de le dire, d'ailleurs vu la facture, Monsieur Chirac a dit que c'était une de ses priorités, l'accessibilité aux personnes handicapées, une des priorités de son mandat et de son quinquennat. Alors Tesson. Je savais pas, oui, effectivement, c'est une erreur, mais c'est rectifiable, ça. Il suffit de construire des rampes maintenant. Oui. Je sais pas, j'ai pas fait attention à ça, je suis allé voir. Bon, et vous en êtes pas rendu compte? Non, la preuve est faite, que je suis pas handicapé. Il a pas pu rentrer, il était en relais. La proposition, C'est même frappant. Alors, moi, qui n'y connais rien, c'est frappant. Donc, on peut donner le permis de construire, les autorisations, sans que ça soit finalement respecté. Je sais pas, il faudrait. Théoriquement, c'est inscrit, il me semble, quelque part dans la loi. On reparlera du musée du Quai Branly, musée Chirac, on l'appelle déjà maintenant, évidemment, tout au long de cette émission. Mais j'ai encore un mail là d'Olivier qui n'est pas content du tout de ce que j'ai pu dire hier. J'écoute votre émission, j'entends Laurent Ruquier critiquer la chanteuse Camille. Je suis profondément déçu par un animateur qui se permet de critiquer une artiste sans avoir pris la peine d'écouter son album. Je trouve ça profondément injuste. C'est son frère. J'ai 39 ans, je suis au chômage, je ne suis pas un bobo. Camille est une artiste douée et originale. Alors, monsieur, pardon, j'ai dit que vous m'avez bien écouté hier. J'ai dit que je n'avais absolument pas l'intention d'imposer mon goût à tout le monde, que je comprenais. J'ai même dit que j'avais des tas de potes qui adoraient Camille, mais moi, je ne supporte pas ça. Et vous me faites un procès d'intention en disant que je n'ai pas écouté l'album en entier, car j'ai écouté l'album de Camille en entier et tout a bien fait chier, je dis rien. C'est donc pour ça. C'est donc pour ça. Voilà, c'est tout. C'est la raison. Mais je respecte l'avis des autres auditeurs qui adorent Camille, c'est tout. Mais alors j'ai eu beaucoup de mails là-dessus. Quand même quelqu'un qui me dit, Benoît, qui me dit quelle fut ma satisfaction quand courageusement vous avez annoncé en direct que la chanteuse Camille était déprimante, alors que toute la presse en fait la nouvelle star de la chanson française. Je me sens à présent tout à fait soulagé que l'on soit deux, peut-être minoritaires, mais réalistes sur le talent de cette jeune femme. Pierre lui dit, vos propos sur Camille sont minables et sans raison. Assumez au moins vos goûts. Je vous conseille d'écouter la chanson Vous, qui dénonce
l'innocence, l'hypocrisie, elle vous conviendrait. Oh, donc, alors. Bah non, justement, elle est pas hypocrite. Ouais, elle me fait dormir, Camille. Elle devrait s'appeler Camomille. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, oui, vous avez osé critiquer Camille, c'est pourtant autre chose que votre vieille Pauline Esther que vous nous faites écouter sans cesse. Ah non, mais alors là, vraiment. La alors, méchanceté. Mais il est fou. je vous propose d'écouter un morceau de Camille quand même. Alors allons-y, on va juger sur pièce. Mais moi, j'avais déjà écouté tout l'album, hein, vraiment, je vous jure. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Celle-là, elle est pas mal en même temps. C'est la mieux de l'album d'ailleurs, il faut Elle dire. a beaucoup écouté Prince. Ah oui, Ah oui, ça- non mais celle-ci est pas mal, très franchement. Non, celle-là, elle est bien, puis rythmiquement et tout. elle est Voilà, très belle, rythmiquement, hein. c'est très très bien foutu et Parce tout. qu'il y en a d'autres, effectivement, c'est un peu C'est n'importe quoi. nawak, Voilà, d'accord, ouais, ouais. c'est Mais en même Björk temps, puissance 10 sans les voilà, morceaux entiers. C'est ça. Ouais, ouais. Moi, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je préfère ça, il y a pas. Dans les files d'attente à la poste au guichet, les gens sont souriants, ils me laissent passer. Si au coin de la rue on me bouscule un peu, la personne s'excuse, tout le monde est gracieux. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Lorsque dans le métro paraît le contrôleur, les voyageurs ravis s'écrient « Ah, quel bonheur !» C'est avec le sourire qu'on se fait contrôler par des gens sympathiques et bien intentionnés. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Moi qui suis sans emploi depuis bientôt 4 ans, quand on sonne à la porte, je vais ouvrir gaiement. Tiens, bonjour, c'est l'huissier qui vient pour me saisir. J'ai si peu de visites, ça fait toujours plaisir. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, partout. Lorsque j'arrive aux caisses du supermarché, la joyeuse caissière est toujours enchantée. Avec délicatesse, elle saisit mes achats. Respect et politesse, si c'est comme ça. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Il y a de l'amour partout. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte et c'est tout. Se tombe vers celui qui attend. Quand la vie s'achève après quelques détours, on quitte en regrettant ce monde épatant. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte. Il y a de l'amour partout, c'est ce qui compte surtout. Ça c'est bien, il y a de l'amour partout, Pauline bah, Esther. ça, c'est Pauline Esther, Ça n'a rien à évidemment. voir avec Camille, vous Mais êtes rien à d'accord? voir. Qu'est-ce que vous aimez écouter, vous, Tesson? Vous savez, je vais vous dire, les gens de ma génération, tout le monde le sait, enfin personne ne le sait puisqu'on me connaît pas, mais enfin si on me voyait, on verrait que je suis pas un poulet de l'année. Il y a quand même bientôt un siècle que je suis là. Les gens de ma génération, ils ont été tellement gâtés. Je pense surtout à l'après-guerre, à ce qui s'est passé après la guerre. Ça a été quelque chose d'absolument formidable. Quand vous aviez, ça va vous sembler ringard, mais quand vous aviez sur
le marché, Léo Ferré, Jean Ferrat, Jean Trenet, ça a été quand même le très très grand moment de la chanson française. Non mais dites-le que c'est ringard. Oui, c'est ringard. Bon. C'est vrai, mais c'était vraiment fantastique. Alors, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on juge quelque chose. Hein, c'est ça. Moi, j'ai été vraiment gâté comme c'est pas permis. Même Gérard Miller n'a pas connu cette période-là. Si. Non, je crois pas quand même. Mais c'est fantastique. Alors, qu'est-ce que Camille, c'est vraiment de l'eau. C'est quand même guimauve. C'est de l'eau drôle. Il y a rien. Il y a pas de passion. Il y a pas de jubilation. Il y a pas de vraie joie. Il y a pas de poésie. C'est rien du tout. Maman. Mais Philippe Tesson, on n'est plus obligé d'aller sur la place du marché pour écouter des chanteurs. On a inventé depuis le CD, le MP3. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Maman, Philippe Tesson, Gérard Miller, Boudère, Michel Bernier. Alors, un mot sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, cette altercation vive entre François Hollande et le Premier ministre Dominique de Villepin. Alors, il l'a traité de lâche, pas une fois, pas deux fois, trois fois, et avec une violence, je dois dire, Qui laisse pantois. au point que Monsieur Hollande a demandé des excuses, les socialistes ont quitté l'Assemblée. Moi, celui que j'ai trouvé formidable, comme d'habitude, c'est le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, qui mène tout ça très très bien, il faut quand même dire. Hein. Il a évacué tout le monde. Moi, en cas d'incendie, il faut toujours avoir son Jean-Louis Debré avec bien soi. sûr. Ah non, c'est vrai, parce qu'il sait vous désigner les portes de sortie, les consignes de sécurité, par où il faut passer. Il a été hôtesse de l'air, je crois. Surtout, il leur a dit sortez lentement. Il y a les caméras de télé qui vous filment. Oui, c'est drôle ça. Vous pensiez qu'ils allaient courir? Je sais pas. D'habitude, peut-être qu'ils se donnent des coups de pied, ils se font des croche-pieds. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça très drôle. Les télés vous filment, sortez dignement. Mais ce qui était aussi très frappant, Laurence, il faut préciser, c'est que un certain nombre de députés ont très clairement dit qu'ils souhaitaient la démission du Premier ministre et ont joint leur voix à celle des socialistes. J'ai écouté plusieurs personnes très très vives contre. Toujours les mêmes, hein, vous savez, c'est François Bayrou, c'est... Non, de la vraie majorité, si j'ose dire. Christine Boutin, bon, qui a pleuré même. Christine Boutin. Encore? Ouais, elle pleure tout le temps, hein, Christine Et Boutin. qui c'est qui l'a tapé? Peut-être qu'elle pisse moins, comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable, mais à tout moment, elle pleure, même Boutin. Et là, elle a vraiment Elle est pleuré. équipée en glande lacrymale. Hein. On vous a vu au bord des larmes dans l'hémicycle. Elle dit oui, j'ai eu envie de pleurer car la France ne mérite pas d'être autant maltraitée. Qu'est-ce qu'elle doit pleurer devant les matchs de l'équipe de France de foot? Ça doit être terrible. La question que posait François Hollande était légitime. Plusieurs députés UMP l'ont d'ailleurs applaudi, ce qui est rarissime. Je n'étais pas la seule à penser que la rémunération de monsieur... On est sur Europe 1. Interpelle tous les citoyens. On fait quand même partie du groupe Lagardère. Monsieur Villepin a eu raison de traiter François Hollande de lâche. Oui. Tesson, alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oh, moi, j'ai trouvé ça triste. Je crois qu'il a perdu les pédales, Villepin, quoi. C'est la crise de nerfs chacun de nous fait, je sais pas, à un moment de la vie, quand on est fatigué, quand on a eu des emmerdements et qu'on n'en peut plus. Ça n'a pas de signification politique, ça a une signification caractérielle, physiologique, tout ce qu'on veut. Et je trouve que c'est quand un Premier ministre en est à abandonner ses nerfs, à se faire lâcher les nerfs de cette façon-là, il y a quand même un réel problème. Je dis, politiquement, c'est pas très grave, vous savez. Je pense qu'en ce moment, Villepin est en train de faire ses excuses à Hollande. C'est déjà arrivé, des choses comme ça, sous la 4ème République. Vous croyez vraiment qu'il va faire ses excuses? Je pense, oui, je le pense. Il ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Puis c'est dans la tradition républicaine, hein. Vous savez que, vous vous rappelez, Jospin avait fait la même chose il y a une dizaine d'années à propos il avait traité la droite de réfusard à propos de l'esclavagisme. Le lendemain, il avait présenté, je me rappelle, c'est arrivé. Il a mis 6 jours. Oui, enfin, dans quelques jours après. Chevènement a fait la même chose aussi. Non, ça s'arrange toujours, ces choses-là. Ce qui est grave, encore une fois, c'est de penser qu'on a un Premier ministre qui n'est même plus maître de soi-même, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors que tout dans ce qu'il fait n'est pas mauvais. Vous voyez, je sais pas, on va pas faire politique ici. Oh si, allez-y, vous êtes là pour ça. C'est pas une grande partie des Français, à commencer d'ailleurs par les salariés des deux entreprises. Je parle de Suez et de Gaz de France. Ils sont partisans de la fusion. Une grande partie des Français, même à gauche. Bon, certes, il y a les syndicats, par principe, ils sont contre. Enfin, je parle de la CGT. Eh bien, voilà un Premier ministre qui n'arrive pas à faire passer une décision approuvée
par la majorité, non seulement de son camp, mais la majorité de la nation, tout simplement parce qu'il est lui-même discrédité. C'est-à-dire, il a perdu son autorité. C'est le problème le plus grave Gérard Miller en politique. qui se marre. C'est ne plus avoir de légitimité. Mais Gérard Miller est d'accord avec moi. Il me le dira encore tout à l'heure. Quoi, Gérard? Vous n'êtes même pas convaincu par ce que vous dites. Écoutez, c'est sur la privatisation. Non, mais c'est même pas ça la question. Ce qui est, quand vous dites c'est pas très grave, il perd juste un petit peu le contrôle de lui-même. On sait très bien qu'en politique, c'est d'abord l'image que vous donnez de vous qui fait que vous êtes un grand ou pas politique. C'est ce que je dis. Et pour lui, c'est de plus en plus catastrophique. C'est ce que je dis. Oui, non, mais je veux dire, c'est donc extrêmement grave. Ce qui est étonnant, et j'en sais quelque chose, c'est à quel point la colère, qu'elle soit sincère ou non, qu'elle soit justifiée ou non, à quel point la colère ne passe pas. Ah, ça, dans vous les en médias. savez quelque chose. Et oui, j'en Miller. sais quelque chose. Et c'est étonnant qu'il n'ait pas intégré ce point-là. En même, vous avez du mal à garder vos nerfs souvent face aux invités. Hein, Ah, moi, absolument. Mais c'est pour ça que je ne pense pas que je pourrais faire de la politique, parce qu'il y a des moments où je n'arrive pas absolument à me contrôler devant certaines injustices, ou devant certains invités, ou devant certaines colères que je sens monter en moi. En même temps, vrai. est-ce que ça n'humanise pas tout d'un Pas coup du ces tout. gens? Non? Et non, c'est ça qui était. Parce que moi, j'ai la sensation que ces gens passent toujours au-dessus des choses et à travers les choses comme si ça ne les touchait jamais. Et là, tout d'un coup, de voir que ça veut pas dire que je suis contre ou pour ce qu'il a dit, mais simplement d'avoir tout d'un coup quelque chose d'humain qui ressort, c'est-à-dire quelqu'un qui est excédé, qui en a marre et qui, non, un homme politique doit se doit d'être un homme public, il y a des affects qui ne passent pas à qui la ne passent télévision. pas. Ça, c'est D'accord. comme ça. Et Sauf les larmes de Christine. les larmes Boutin. passent très bien. Ah, Ouais, Madame alors Boutin. les larmes. Ah, si elle continue à pleurer comme ça, elle va finir présidente de la République. Hein. Les gens vont être sensibles. C'est pas. Est-ce qu'elle avait sa Bible avec elle? Toujours. Elle a toujours un Kleenex dans sa Bible. Toujours. Oh, elle est sympa, Boutin. Oui, elle est sympa, Très elle sympa. fait Elle est mal à très elle. sympa. Elle gagne à être connue. Ah Boutin. oui? Oui, Elle a oui. tout compris de la communication Non, elle est politique. très sympa. Comment vous la C'est une connaissez femme bonne. Je la connais parce que Oh là, quelquefois, là où j'habite, je c'est fais pas quelquefois les des mêmes. débats avec elle. Et je la trouve- Excusez-moi. Bonjour. hein. Là où j'habite, ce que vous voulez dire, c'est très vulgaire. C'est une femme bonne. Bah oui, mais je peux pas dire. Ouais, bah, là où j'habite, une bonne femme, c'est très vulgaire aussi. On n'en sort pas. Bon, bah c'est une femme, quoi. Vous connaissez Mme Boutin quand même. Non, là, si, je la connais, je l'ai vu C'est une pleurer. femme à un moment donné qui s'est fait connaître notamment par des positions très 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 extrêmes et qui progressivement a essayé d'humaniser ce qu'elle disait, qui s'est intéressée au sort des prisonniers, qui a essayé d'être plus libérale sur certains sujets, qui a changé de coiffure. C'est une femme qui se cherche. Ça, elle c'est aussi. important ce que vous venez de dire. c'est J'ai super changé de important. Vous vous coiffure. rappelez bien que ça a été le grand débat. Mais Il y a c'est je ne sais plus super quelle important. rentrée où c'était ça le point essentiel, c'est qu'elle avait changé de look. Mais et oui, tout parce le que monde son le premier commentait. coiffeur était homosexuel, alors. Est-ce qu'il était pour le Pax? Et c'est là où moi-même Comme il je s'est l'avais paxé fait avec Jean-Louis pleurer. David, elle s'est dit, bon, je vais aller chez Camille Chez vous, Labbé. je l'avais fait pleurer à cause de cette histoire de coiffure, où je lui avais dit justement qu'elle avait changé de look, mais que fondamentalement, elle avait rien changé en Oui, elle. c'est vrai que au départ, elle allait se faire coiffer chez Camille, maintenant elle va se faire coiffer chez Pauline Esther. Allez, on se retrouve. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maman, Boudère, Philippe Tesson, Gérard Miller, Michel Bernier. Allez, autre chose que le football et la politique, les conseils pratiques avant l'été. Vous allez entendre la pub un peu partout sur les radios, sur les chaînes télé avec ce slogan pour rester concentré sur la route au volant. C'est la messagerie qui répond, car on nous conseille même avec un kit main libre de ne pas téléphoner au volant sur la route des vacances. En revanche, on vous dit, ça c'est la première fois que je lis ça, n'éteignez pas votre mobile en voiture. Ça, j'avais jamais lu ce conseil. Ce serait une grossière erreur, car le téléphone portable peut vous sauver la vie en cas d'accident. Avoir un portable allumé dans la voiture, c'est un facteur de sécurité. En cas d'accident, quelqu'un d'autre que vous-même pourrait avoir besoin de l'utiliser pour appeler des secours et la personne ne connaîtra pas votre code PIN. Donc, gardez votre téléphone allumé dans la voiture, mais surtout, ne répondez pas. Alors, il y a en revanche un petit conseil un peu ridicule. On nous dit, mettez alors votre appareil allumé, mais en mode vibreur ou en sonnerie discrète, afin d'éviter de sursauter à cause d'une sonnerie tonitruante. Ça, on connaît la sonnerie de son portable, on sursaute pas quand on Ah si, quand on dort au volant. Ah, quand on dort. Ah bah ça c'est une autre solution, c'est faites appeler quelqu'un toutes les 3 minutes. Par contre, c'est bien si on est bourré aussi, parce que ça réveille aussi. Oui, c'est ça, pareil. Oui, c'est pareil. Alors, tout ça est ridicule quand on sort plus. On n'en sort plus, quoi. On comprend plus rien. Moi, je Le trouve ça meilleur. toujours un peu infantilisateur. Comment on dit, Infantilisant. Français. Tranquillement, voilà, Ça dépend dans quel quartier. Chez Boudère, on dit infantilisateur. Bon, bah, chez moi, je suis entre les deux, donc Chez ça Tesson, va aller. infantilisant. De toujours en train de nous dire, faites comme ci, faites comme ça, votre portable, votre truc, votre machin, la Y en a sécurité. marre. Je trouve ça archi fatigant de prendre les gens pour des débiles tout le temps. Oui, mais c'est vrai que c'est dangereux, moi-même. Oui, mais bon, ça va, on le dit, c'est bon, je veux dire. Mais non, ce n'est pas bon. Regardez qu'est-ce qui fait que ça a baissé
baissé quand même de façon incroyable le nombre de morts sur les routes, c'est qu'il y a eu des mesures qui justement nous prenaient pour des débiles à juste titre. Le meilleur kit main libre, c'est le kit auto. Faut quitter son auto pour téléphoner. Oui, c'est ça, descendre et téléphoner ou s'arrêter. Bon, c'est tout bête. Mais pas au feu rouge. Je signale que téléphoner à un feu rouge, Ah, je l'ai c'est appris aussi interdit. dans le reportage. Pourquoi vous voulez téléphoner à un feu rouge pour lui demander quand est-ce qu'il va passer au vert? Non, vous avez bien compris. Lorsque le feu est rouge et que vous êtes dans votre voiture, qui donc évidemment est allumée, c'est aussi passible Surtout si on a du retrait de un diffuseur de Orange, points. bien sûr. Pardon? Surtout si on est chez Orange. Oui, ah oui, très bien. Il y en a même, alors là c'est encore plus dangereux, mais c'est dans l'article, qui envoie des SMS tout en conduisant. Alors là c'est, et j'en vois, d'ailleurs je dois avouer, je l'ai même fait moi parfois, mais je me suis vraiment aperçu que c'était dangereux. C'est vrai de taper son petit texto sur son téléphone pendant qu'on est au volant. Il faut avoir je suis assez fier quand j'y arrive. C'est faut quand criminel. même avoir une certaine. Ça devait être plein de fautes d'orthographe. C'est criminel, quand même. C'est le principe même du Oui, texto. c'est le hein. principe du texto. Et se remaquiller en écrivant un texto aussi au volant, c'est super dur. Hein. Ouais, vous Moi y j'ai arrivez essayé, j'arrive pas du tout. Non. J'ai un des trucs que je fais mal. Bon, en tout cas, voilà, faites attention sur la route. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même de Français. 16% des personnes déclarent téléphoner en conduisant. Bon, Gérard, vous avez quel... Moi j'ai un scooter, donc ça ne se pose pas tout à Pour fait. téléphoner? C'est encore plus dangereux. Ça va plus Ah vite. oui, oui. On quitte le téléphone portable pour Victor Emmanuel de Savoie et les écoutes téléphoniques, justement. Alors là, il y a quand même, c'est gratiné, hein, les conversations, quand même, pour un monsieur qui porte un nom pareil, Victor Emmanuel Fils de roi. de Savoie, fils de Emmanuel. roi. Et qui a failli être roi lui-même, finalement, et qui aurait pu être roi. Et non, vraiment, alors là, c'est honteux, les conversations qu'on a. On devrait même pas raconter ça dans la presse, hein, Non. Philippe Tesson, hein, des conversations d'ordre privé, finalement. Bon, moi je trouve ça très très bien. Ramener un souverain à ce qu'il est, quoi, à sa vérité, je trouve ça formidable que ça soit publié. C'est pas une famille qui est remarquable par sa vertu, hein, ça fait quand même déjà quelques dizaines d'années qu'on sait que c'est pas le petit Jésus, la famille de Savoie. Quand même, quand Bon, il dit voilà. je viens à Milan et je dispose de 3/4 d'heure, je voudrais en profiter pour aller chez les putes. Bon, c'est- Bon, en même temps, c'est un homme normal, quoi. Je veux Enfin, dire, comme toujours, je vais être le seul à être choqué par le fait qu'on publie, quelle que soit la gravité des faits, qu'on publie des conversations privées. Moi, ça me choque comme ça me choquait dans un domaine qui était moins grave qu'on ait publié les dialogues entre le prince à Charles un et moment sa donné, maîtresse, il parle etc. des sardes, Je trouve ça et scandaleux. il dit à propos des sardes, ils ne savent qu'enculer les chèvres et ils puent de la même manière. Bon, ça, c'est pas très élégant non plus. Pire, normalement, il est avec son secrétaire au téléphone et ils évoquent une soirée de bienfaisance à laquelle le prince Victor Emmanuel de Savoie doit participer. Une soirée de bienfaisance en faveur d'une association pour mineurs. Et il y en a un qui dit, espérons qu'il y aura de belles petites filles pour qu'on les sodomise. Oh oui, tout de suite. Comme ça. Pauvre Clotilde Courreau. Et qui pensait. bon, si ça se trouve, il disait ça pour déconner. Oh là là. Il s'amusait au téléphone. Non, quand même, Gérard, vous avez beau dire oui, on ne devrait pas diffuser ces propos-là. Ils sont choquants, ces propos, Alors, Gérard. ces propos sont ultra choquants, mais je trouve que ce que les gens disent dans le privé, si la police doit l'écouter pour des raisons d'enquête, c'est une chose, les publier dans la presse, c'en est tout à fait une autre. Moi, ça me choque qu'on publie ça. Je vous assure que ce qui me gêne toujours dans ces histoires-là, c'est que on en rigole, parce qu'en effet, on nous donne des propos salaces, mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune frontière entre le privé et le public. Et même dans le cas d'une enquête, je trouve ça évidemment choquant. Moi, Mais je suis le seul. Moi, je trouve ça normal. C'est le retour de bâton. Quand on se sert de sa vie privée, qu'on l'étale dans le gala, c'est le côté brillant. Maintenant, quand il y a un côté sombre, vicieux comme ça, faut le dire. Non, puis c'est accablant, hein, parce qu'on nous dit même en plus qu'il a tenu tous ses propos au téléphone en conduisant. Oui. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Parlons-nous. Miller, Tesson, Boudère, Bernier, Maman, la fête de la musique, dont on nous rappelle à chaque fois, et c'est bien normal, qu'elle fut créée par Jack Lang en 1982, la fête de la musique, c'est sa 25e édition cette année, sous le signe de la francophonie. Alors, ce soir, évidemment, dans toutes les rues de Paris, d'abord, il pleuvra, parce qu'il pleut toujours à la fête de la musique, il faut bien dire, parce qu'il n'y a pas de raison, avec tous les canards qu'on entend, c'est logique quand même que ça fasse tomber de la pluie, mais à chaque coin de rue, un petit orchestre, un accordéon, je sais que ça plaît beaucoup à Gérard Miller. moi, hein, j'y vais toujours.
je n'y reste pas très longtemps parce que c'est Ça pas... permet de découvrir des gens comme Camille, Non, ça permet surtout, c'est l'ambiance qui est agréable, c'est la façon dont les gens sont les uns avec les autres. Vous aimez ça, Philippe Tesson? Bah, j'adore ça. Ah, oui. je suis sûr. Ah bon? Ah, oui. Vous aimez ça? Pourquoi j'aimerais pas Il y a ça? quelque chose comme ça, des manifestations populaires que vous exécrez, donc j'imagine que Qu'est-ce c'est que le cas. vous voulez? C'est Non. encore un procès d'intention. Non. Mais non. Non mais je vous assure, je vous connais depuis très longtemps, je trouve que comme Christine Boutin, avec le temps vous vous humanisez, vous devenez plus Vous sensible. êtes plus femme qu'avant. Oui, vous êtes plus... C'est cette coiffure. Voilà. J'ai changé de coiffure. Vous gardez toujours votre détestation de la CGT, des syndicats et de la gauche, mais néanmoins il y a quelque chose chez vous qui s'humanise, qui se bonifie avec le temps. C'est le gâtisme, hein, c'est ça que vous Non, voulez c'est dire. pas- non, c'est- Mais Gérard a raison. Moi aussi, je pensais que vous alliez me dire, ils me font chier, tous ces groupes, on a envie d'être Ouais. tranquille chez soi, ça fait du bruit le soir. Non, alors vous sortez, vous descendez dans la rue et vous allez écouter les groupes. Absolument. Mais tant J'ai mieux même qu'il y ait des du enfants bruit. qui jouent, figurez-vous. Ah, c'est pour ça. Qu'il y ait du bruit. Moi, j'ai un groupe de copains, ils seront au body funiculaire à Montmartre. Moi, j'adore à la Paris. fête de la musique parce que Lady Bird, j'ai voilà. du double vitrage, mais autrement, je Non, détesterais mais, ça. non, mais je vais les voir, c'est sympa. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a plein de, je le dis aux artistes, il y a plein de chasseurs de groupes et de chanteurs qui se baladent pendant la fête de la musique. C'est pas vrai. C'est-à-dire, Absolument. vous voulez dire des maisons de disques? Des maisons de disques qui se baladent et qui repèrent les groupes, les chanteurs, absolument. etc. C'est Donc, comme ça que la franchement, grande Sophie a été découverte. et c'est une espèce de grande nouvelle star vraiment archi populaire où on est sûr que rien n'est truqué. Et voilà, donc je le dis aux mômes qui vont chanter ce soir ou se produire. Voilà, ils peuvent Alors, ce avoir qui est une drôle, chance. c'est qu'alors tous les types qui vont chanter ou qui vont jouer ce soir Ouais. vont se demander au moindre passant. Tu crois que lui, Tu c'est une crois que maison c'est de lui, disques? tu crois que c'est lui, tu crois que c'est lui, tu crois que c'est lui. Oh, lui, il a une gueule de chez Virgin. Voilà. Eh ben, ça les forcera Oh, à il bien serait jouer. pas Universal, celui-là. Oui, mais ça va les forcer à bien jouer, à se donner du mal. Parlons-nous. Mot sur le président Chirac. On reviendra encore peut-être d'ici à 18h sur l'inauguration du Quai Branly. Mais avant, parlons de cette phrase qu'a relevé le Canard enchaîné. C'est même la rubrique Le Mur du Son. C'est chaque semaine la phrase la plus rigolote mise en exergue à la une du Canard. Et c'est une phrase que Chirac a eue au cours de la conférence de presse à Bruxelles le vendredi 16 juin dernier. Il s'en est pris, vous en souvenez, à Laurent Fabius à propos du fameux plan B pour l'Europe au lendemain du non au référendum, puisque Laurent Fabius avait promis un plan B. Il avait dit vous pouvez voter non sans problème au référendum, parce que de toute façon il y a un plan B au cas où le non l'emporterait. Bon, on s'est aperçu que depuis qu'il n'y avait pas eu de plan B, en ça peut-être que Jacques Chirac a eu raison de souligner que Laurent Fabius avait un peu travesti la réalité, mais il aurait peut-être dû le faire d'une autre façon. Qu'en prononçant cette phrase, le président Chirac a dit sans rire, nous dit le Canard enchaîné, ce n'est pas bien de mentir, surtout en campagne électorale. Et ça, évidemment, de la part du président Chirac. C'est un vieux souvenir, ça lui revient maintenant. Voilà. Permettez-moi de vous dire, Laurent, avec tout le respect que je vous dois, que l'histoire du plan B n'est pas exactement celle-là. C'est exactement ce que dit Non, Laurent, pas du dont tout. je salue la Vous rigueur. êtes toujours de Merci Philippe. Mais dans cette émission, vous aurez remarqué, je suis un peu l'apôtre de l'objectivité, le parangon de l'objectivité. Oh là 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 là. Un Mais pas exemple du tout. de tous. D'abord, je trouve toujours amusant de reprocher à ceux qui ne sont pas au pouvoir actuellement de ne pas mettre en œuvre un plan B. Et ensuite, ce que disaient les partisans du non dont j'étais, c'est que le monde ne s'effondrerait pas, comme on nous le répétait sur toutes les antennes, dans tous les médias, chez tous les chroniqueurs, que le monde ne s'effondrerait pas, que l'Europe ne serait pas dissoute et qu'on irait vers une autre forme de contrat, de constitution à un moment donné. Et je suis désolé, pour l'instant, l'Europe ne s'effondre pas. Moi, Arrêtez j'aurais de- bien voté non, mais il aurait fallu qu'on me promette un plan cul. On va se gêner, toujours Philippe Tesson, Gérard Miller, Michel Bernier, Maman, Boudère et Ségolène Royal. On n'a encore quasi pas parlé de Ségolène Royal aujourd'hui. C'est une faute aujourd'hui dans les médias. Hein. Une journée sans Ségolène n'est plus vraiment une journée. On a parlé de Christine Boutin, c'est un peu la même chose. Ça alors c'est pas très gentil pour Ségolène Royal. Ah bah pas du tout, pourquoi j'ai pas dit de mal de Christine Boutin, au contraire. Je dis simplement qu'elles sont un petit peu à mettre dans le même panier concernant un certain nombre de problèmes. Les mœurs, peut-être pas l'homosexualité, parce qu'elle a changé elle a fait un virage chez Ségolène Royal. Et que quand elle a été entartée, on nous le rappelle dans le Canard enchaîné, Ségolène Royal, c'était à La Rochelle en fin de semaine dernière. Tout le monde s'est plus à raconter, à dire que le fraisier que l'individu avait envoyé sur elle, le fraisier n'avait qu'une fraise. Ça, c'est assez curieux, parce qu'un fraisier, normalement, quand même, il n'y a pas qu'une fraise sur un fraisier. Et puis alors, évidemment, ça provoque des tas d'amusements au sein du PS, cette problématique François Hollande, président du parti, et Ségolène Royal, en tête des sondages, qui met en
enrage évidemment tous les autres candidats PS. Et évidemment, elle s'en prend aussi pas mal des piques et des railleries de la part des autres candidats, Fabius Strauss-Kahn et même non-candidat Martine Aubry qui ne l'aime pas beaucoup et quelques autres. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Menucci au sein du bureau national du Parti socialiste qui a dit: vous parlez de charte d'éthique, de respect mutuel. C'était au sein du PS. Il y avait une petite réunion. Il dit: mais il y a une camarade qui a été violemment attaquée ces dernières semaines, qui a même dû subir plusieurs saillies. Et là, tout le monde évidemment se met à rire dans l'Assemblée du PS, sauf François Hollande qui rigole pas du tout, et Menucci qui continue parce qu'il comprend qu'il a fait une petite gaffe. Il dit: j'aurais dû dire subir plusieurs attaques. Et là, Hollande dit: oui, je préfère. C'est vrai que ça crée une situation assez incroyable, cette affaire Hollande-Ségolène Royal. Mais oui, mais Gérard comprend très bien. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je trouve plutôt qu'Hollande s'en comprend pas ce que vous avez voulu dire, Tesson. Mais non, parce que les jugements de Gérard, il vient encore de le prouver il y a 5 minutes, sont toujours dictés par ses engagements politiques et idéologiques. Alors, ce qui est la même situation, si elle est vécue par quelqu'un de droite, il la condamnera. S'il est vécu, c'est ça que j'aime pas chez Gérard. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas tout à fait si, vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'ai un esprit partisan, mais qu'à certains moments, je suis tout à fait capable de reconnaître chez des gens de droite des qualités. Il y a des réactionnaires, des gens de droite qui sont parfaitement estimables et des gens de gauche qui sont au contraire évidemment condamnables. C'est très bien. Je reviens à ma Ségolène, là, parce que hier, petite jupe plissée blanche, elle était devant 700 personnes dans le 19e arrondissement de Paris, 700 personnes qui étaient venues l'écouter. C'était son premier meeting parisien. C'est le maire du 19e arrondissement qui avait mis à sa disposition une salle pour l'accueillir, parce que monsieur Delanoë, lui, était plutôt contre. Vous savez que lui se bat pour le retour de Lionel Jospin. Et alors, c'est assez curieux, parce qu'à chaque fois, on nous ressort dans chaque article, et c'est encore le cas ce matin, à chaque réunion, à chaque meeting, à chaque rencontre entre Ségolène Royal et d'éventuels futurs électeurs, on nous ressort la phrase, quelqu'un lui dit: vous êtes plus belle en vrai que dans les médias. Là, c'est Vincent, un jeune et sémillant militant, qui lui a fait cette remarque. Et là, Ségolène a pouffé de rire et dit: mais vous n'êtes pas mal non plus. C'est-à-dire qu'elle drague en plus, la Ségolène. Elle a raison, elle a raison. C'est vrai qu'elle est jolie. Ah oui, vous la trouvez jolie? Je l'ai rencontrée en vrai, non, c'est vrai. Elle est vraiment jolie. C'est votre... Où est-ce que vous l'avez rencontrée, Ségolène Royal? J'ai été voir, justement, il y avait Maman en spectacle, Jamel et sa troupe, et elle était là. Et franchement, elle est vraiment jolie. Elle est venue, elle a assisté au spectacle. Elle a aimé votre spectacle, Maman? Ben oui, elle a adoré, elle m'a fait la bise. C'est pas vrai. Du coup, ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé le visage. Et vous avez vos papiers maintenant, en plus? La nationalité. C'est méchant. D'ailleurs, t'as encore un peu de fraisier, là. Est-ce que vous n'êtes pas quand même dans l'attente de vrais débats politiques entre Ségolène et ses petits camarades du Parti socialiste ou des adversaires? C'est que pour l'instant quand même, je suis d'accord qu'elle parle, je suis d'accord qu'elle communique, je suis d'accord qu'elle dit des bouts de son programme. C'est justement tout ce contraire de ce que vous disiez il y a quelques semaines ou quelques mois. Je vous signale qu'on lui reprochait justement de ne pas parler et qu'elle n'avait pas de programme. Absolument. Donc depuis, elle a changé sur ce point-là, mais c'est vrai que ce que ses petits camarades du Parti socialiste attendent, c'est le moment du débat. J'ai dîné avec Fabius il y a quelques jours et manifestement lui, comme tous les autres, ce qu'ils attendent, c'est le débat. Mais est-ce qu'il va avoir surtout lieu? Lui. Non, mais surtout lui, évidemment, surtout lui. Il est quand même dernier dans les sondages parmi les candidats PS. Il est toujours incroyablement mal placé. C'est étonnant même à quel point il est mal placé. Et il renonce pas. Non, mais écoutez, la politique, c'est un petit peu différent. Rappelez-vous à quel point, par exemple, Fabius a été bien élu dans son département, à quel point il a été populaire dans un certain nombre de coins. C'est vrai qu'actuellement, il y a une telle marée pro-Ségolène qu'on n'arrive pas non plus à avoir un débat politique. Vous êtes d'accord quand même là-dessus, Laurent? En tout cas, ce qu'on comprend là-dedans, à voir votre défense de Laurent Fabius, c'est qu'il a payé le dîner, manifestement. Non, il était comme moi invité. Il était comme moi invité par un ami commun. Non, Laurent, il était comme moi invité par un ami commun. Le problème, c'est de savoir si les Français attendent vraiment que le candidat développe un programme. Moi, j'en suis pas certain. Vous avez raison. Les Français, ils attendent. C'est pour ça qu'ils aiment bien Ségolène, pour son image et puis pour la simplicité des choses qu'elle dit. Les Français, ils attendent peut-être simplement que le candidat dise, voilà, je défends quelques valeurs, l'autorité, l'ordre, la sécurité, etc. Peut-être que ça suffit, l'image suffit. En tout cas, Ségolène Royal, François Hollande d'un côté, Nicolas et Cécilia Sarkozy de l'autre sont ces deux couples à la une de Gala qui sort en kiosque aujourd'hui. Gala, l'actualité des gens célèbres. Et voilà, on nous écrit Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, deux couples sous pression. Comment leur ambition peut menacer leur vie privée.
privée. C'est vrai que c'est deux couples étonnants finalement qui s'affrontent là. D'un côté un couple dont on ne sait plus trop s'ils sont ensemble ou pas ensemble. Un peu la même chose d'ailleurs du côté de Ségolène Royal et François Hollande. C'est une rumeur qui persiste un peu partout en France. Et puis de toute façon, même s'ils sont vraiment ensemble, c'est sûr que la situation politique fait que l'un et l'autre doivent quand même de temps en temps discutailler ferme à la maison à l'heure du fromage. Ça, certainement. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont pas ensemble. Pour Cécilia et pour Nicolas, ils se sont séparés officiellement à un moment donné. Mais c'est incroyable parce que je me demande si ça va lui porter chance d'avoir récupéré une femme un peu volage. Ah oui? Ouais, je me pose la question, comment les Français... Oui, c'est pas dire que c'est elle qui est volage. Non, mais lui, elle est partie aussi avec un autre, c'est ça? Oui, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on est Est-ce que ça veut dire couple moderne? Non, mais c'est couple moderne un peu aujourd'hui, quoi. Moi, je crois que tout ça n'aura aucune importance et que c'est très bien. Je suis vraiment pour qu'on foute la paix à Sarkozy. Mais moi, je suis d'accord aussi, mais je pense que l'image aujourd'hui d'un couple extrêmement moderne, quoi, je veux dire, qui peut avoir effectivement des amants, des maîtresses, etc. Monsieur Chirac reproche à Nicolas Sarkozy d'être allé le week-end dernier à Londres pendant 3 jours, les 17, 18 et 19 juin, en compagnie de Cécilia. C'est le Canard enchaîné qui raconte ça. En effet, le couple Sarkozy est allé dans la capitale britannique à la veille du 18 juin et Nicolas Sarkozy en a profité pour déposer une gerbe dans le square historique de Carlton Gardens, que je ne connais pas, mais j'imagine que c'est l'équivalent un peu de la tombe du soldat inconnu chez nous, non? C'est pas là où il y a la statue de... C'est pas pour l'histoire de l'appel du 18 juin, non? Non, je crois qu'il y a De Gaulle qui est là. Ah, peut-être. C'est pas l'appel, il y a une pelle, je crois. Il y a une pelle. Ils se sont embrassés là-bas, ils se sont roulés l'appel du 18 juin. En tout cas, voilà, ils ont déposé une gerbe aussi, ça veut dire Mais on mange pas bien en Angleterre. Dans le square historique de Carlton Gardens. Et la réflexion du président de la République, Jacques Chirac, c'est ce que raconte le Canard, je cite Chirac: si Sarkozy est allé le 17 juin à Londres déposer une gerbe, c'est uniquement pour s'offrir un week-end tranquille aux frais de l'État. Vous voyez comme c'est mesquin entre eux, c'est quand même dingue. En plus, Chirac, il est pas gonflé de raconter ça. Oui, en plus. Les indiscrétions, moi je m'en méfie toujours à la presse. Hein. Quand on voit indiscrétion, rumeur, écho, il faut toujours s'en méfier. Il y a quelquefois du vrai, puis il y a l'esprit. Vous considérez que le Canard enchaîné, vous qui êtes ou avez été en plus directeur de journal, vous considérez que le Canard enchaîné, c'est vrai à combien de pourcents comme moi, ça? J'ai travaillé 15 ans au Canard enchaîné. Je considère que la plupart des textes qu'on lit dans le Canard enchaîné et qui sont présentés comme des informations, c'est-à-dire les enquêtes, les reportages, les choses là, ça à 100% c'est vrai, ou à 95% c'est vrai, mais tout ce qui est écho, rumeur, vous savez, ce qu'on appelle les petites brèves, les petits filets dans la page 2, tout ça c'est aléatoire, c'est sujet à caution, il y a du vrai, il y a du faux. Il faut avoir les clés de la lecture du Canard enchaîné. Mais en revanche, alors tout ce qui est solidité d'enquête, ce qui se présente comme une vraie information, alors là c'est solide, c'est sérieux. Alors parfait, on fera attention la prochaine fois, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, les chansons qui se ressemblent. Bonjour à tous. Bonjour Serge Liado. C'était assez amusant aujourd'hui ce que vous nous proposez. Alors allez-y, racontez, expliquez. Alors voilà, c'est une chanson que tout le monde connaît puisque Patrick Bruel l'a sortie en single, elle est dans son album, c'est Je m'attendais pas à toi. C'est donc très récent. Et à l'intérieur de cette chanson, il y a un passage qui devient beaucoup plus récitatif, en tout cas le rythme s'arrête, et ça change tout à fait d'ambiance. Et d'un seul coup, on retrouve, c'est pas exactement le même tempo, mais on retrouve beaucoup de la mélodie d'un des airs de Mary Poppins. Vous savez, l'air où elle chante en duo avec le ramoneur, Tchem tchemine, tchem tchemine, tchem tchem. Eh bien ça, on le retrouve. Michel Bernier est capable de vous le chanter, ça. Allez-y Michel. Oh, je m'en doutais. Tchem tchemine, tchem tchemine, tchem tchem tchem, oh, di da da di da da di da da dam. Tchem tchemine, c'est ça? Bon alors, donc cette chanson aurait inspiré Patrick Bruel. Oh, c'est pas obligé, mais vous savez, quand on part sur un enchaînement, on écrit une musique, et puis finalement, il y a des notes qui s'attirent les unes les autres, et finalement, ça finit par ressembler à quelque chose. La voilà. valse des cheminées, c'est le titre en français, c'était interprété par Julie Andrews en 64 dans Mary Poppins, ça aurait donc inspiré Je m'attendais pas à toi de Patrick Bruel, on vérifie. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi. Dans ce rôle-là. Where's Mary Poppins? Now as the ladder of life has been strung, you may think a sweep's on the bottommost rung.
Though I spends me time in the ashes and smoke, in this whole wide world, there's no happier bloke. Et puis j'ai vu ta tête, un clown aux yeux qui brillent, tes chagrins dans les fêtes, et ton rire qui rougit. D'être fragile, tes peurs après la nuit, les princesses que j'ai lues étaient moins farfelues. Pour avoir la chance, prendre la chance telle qu'elle vient. Dans vos mains la chance est un bon numéro. Bon, ça nous fait plaisir de réentendre la valse des cheminées de Mary Poppins. Attends, je voudrais juste dire, c'est pas Julie Andrews qui chante là. Hein, ah non, c'est la version française. Oui, non, mais c'est en plus l'acteur qui joue avec elle, c'est Dick Van Dyke, parce que même au début, voilà. C'était bien agréable de réentendre ça, mais alors, en revanche, autant vous dire, mon cher Serge Diado, pour ce qui est de votre ressemblance, à mon avis, vous avez plus fumé que la cheminée, parce que vraiment, alors là, vraiment, mais alors, personne n'a vu quoi que ce soit. Patrick Bruel peut dormir tranquille, hein, croyez-moi. Ah non. Sans un peu de mauvaise foi, on ne ferait jamais rien. Oui, mais à ce moment-là, faites-nous réécouter la comédie musicale en entier, et puis qu'on n'en parle plus. Quand vous voulez. Passez vite sur votre guitare et faites-nous oublier ça avec votre chanson flash. On va essayer. D'un côté, il y a le président de la République que tous les ténors politiques accusent de dérive monarchique, qui inaugure des musées, qui fait rien qu'à se prélasser et qu'on appelle les arts premiers. De l'autre, il y a le chef du gouvernement qui se voyait calife il y a un an, qui aujourd'hui n'est qu'un sultan. Celui dont tout le monde disait, il est canon en vérité, désormais ce n'est qu'un boulet. Ah, c'était la chute. Parfait. C'était la chute, ouais. Eh ben, on va oublier la journée entière, on se retrouve demain. Merci Serge. Une star, tiens, à l'UMP aujourd'hui pour la fête de la musique, c'est la finaliste de la nouvelle star, Dominique, la coiffeuse, qui chantait très bien. La superbe Black, là. Ouais, la superbe Black, qui chantait très bien toute la musique soul et tout ça, qui a perdu contre la Turtle Attitude. Et ben c'est elle qui a été choisie par Nicolas Sarkozy pour fêter cette célébration de la musique ce soir rue de la Boétie, de midi à minuit. Dominique, finaliste de la nouvelle star. À croire que finalement que Nicolas Sarkozy est un gros malin. Oui, c'est ça. Ça de toute façon, mais qu'il attire manifestement tous les candidats des émissions d'M6. Il y a déjà Stevie qui a adhéré à l'UMP. Oui. Maintenant Dominique. Elle n'a pas adhéré pour l'instant. Elle a fait un concert. Elle a besoin. Enfin, excusez-moi, d'aller chanter rue de la Boétie au sein du parti de l'UMP, ça engage quand même. Je veux dire, je suis pas prêt. Les gens qui vont chanter à la fête de l'UMA, est-ce que c'est pour autant Johnny a chanté à la fête de l'UMA là? Oui. Lui laisser le bénéfice. Pas pareil la fête de l'UMA. La fête de l'UMA, c'est pas pareil. Tout le monde y va. S'il y avait autant de communistes que de gens qui vont à la fête de l'UMA, il y a longtemps que Georges Marchais aurait été président de la République. Non, mais il a été président de la République, Laurent. C'est incroyable cette désinformation. Mais on parlait des chanteurs. On n'est pas obligé d'avoir sa carte pour aller chanter. C'est à Sarkozy, je suppose, non? C'est vrai. Elle a peut-être une maison de disques qui la tanne pour le faire aussi. Quand j'ai lu que Dominique allait chanter au siège de l'UMP, je croyais que c'était De Villepin qui allait chanter là-bas. Oui, c'est vrai ça. Ce soir, Dominique va chanter pour vous. Tout le monde va arriver, le Premier ministre. Il va chanter le blues, à mon avis. Plutôt. Allez, pour les 8 dernières minutes, je vous propose culture et football. On va reparler du mondial. On l'a pas beaucoup fait aujourd'hui, et surtout de la composition de l'équipe de France qui affrontera donc le Togo vendredi. Mais avant, un peu de culture avec le musée du Quai Branly. On aurait pu lui trouver un autre nom d'ailleurs à ce musée. Il est au Quai Branly, on n'y peut rien. Enfin, musée des arts premiers, on dira pas musée du Quai Branly, bien sûr qu'on dira pas ça. On dira musée Chirac. Je crois moi qu'on dira musée Chirac, oui. On n'a jamais appelé Pompidou. On saura plus qui est très bien Chirac, mais on dira musée Chirac parce que ça se dit bien. Elle a raison, Michel Bernier. Beaubourg, on appelle ça Beaubourg, on dit pas musée Pompidou. Oui, mais on dit pas je vais à Branly.
Moi, je vois pas. Ça dépend des soirs. Ça va être sympa. En tout cas, il paraît qu'il était très doué, le président de la République, hier, pour mener la visite de cette inauguration. Il a vraiment servi de guide, d'initiateur à tous ceux qu'il avait gentiment conviés, y compris Lionel Jospin, qui faisait un peu la gueule quand même. Jospin, grincheux, titre le Parisien aujourd'hui, bougonnait dans son coin. Bon, il a dit que quand même... Bon, il est jamais hilar, hein. Non, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher. C'est pas un fêtard, c'est pas un joyeux. Il est comme ça, c'est dans son tempérament. Il fait pas de galuron, cet homme-là, c'est sûr. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu une seule coupure budgétaire. Nous, on fait notre devoir, alors qu'il y a quand même eu des polémiques au départ. Ce musée, c'est un peu nous aussi. Ça justifie ma présence ici. Ce sont moins mes impressions que la part que j'y ai prise qui m'ont amené à cette inauguration. A-t-il lâché d'un ton sec? C'est pas comme ça qu'il va revenir dans le cœur des Français, hein, Gérard ça Miller. c'est certain. Ouais. En tout cas, devant chaque pièce du musée, Jacques Chirac faisait un petit cours à tous ceux qui suivaient la visite. D'ailleurs, après, il a tendu la main en disant n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. quelques pièces jaunes, merci. Mais à chaque fois, il expliquait, paraît-il, devant une statue ou un masque. Là, il a dit voyez ce masque, il vaut 5 millions de dollars. Ne vous en faites pas, on l'a eu grâce au droit de succession. À un autre moment, il dit ça c'est une très belle pièce. Si vous la touchez, vous pouvez sentir des ondes. Vous vous rendez compte un peu à ça? Ça, c'est l'extincteur, non, qui l'a touché. Moi, j'irai voir toutes ces pièces qui sont au musée in situ, c'est-à-dire dans les endroits en Afrique, en Amérique latine où on les a volées. Oh ben il l'a dit, Chirac, là-dessus, il s'est fendu d'une repentance formidable. Il l'a dit, ça. Il a dit, c'est la revanche, c'est la dette que nous avons vis-à-vis des pays que nous avons colonisés. Là, il l'a vraiment dit. Et puis surtout, c'est un scandale qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, où il y a des villages où des gens viennent donner quelques sous à des petits rabatteurs dans le village pour aller voler des objets sacrés de sorciers et puis qui les revendent de 5 millions par exemple. 5 millions. C'est ce qu'il vient de dire, Chirac. Et vous pouvez nous faire un prix, vous? En tout cas, vendredi soir, le musée sera ouvert au public. Et vendredi soir, qu'est-ce qui se passera en même temps? Eh bien, la France affrontera le Togo et peut-être que le gouvernement, puisque Dominique de Villepin semble soutenir jusqu'au bout l'équipe des Bleus, peut-être que le gouvernement devrait intervenir et faire quelque chose pour que la France gagne. Regardez les Coréens, c'est le Canard enchaîné qui nous raconte ça. Et d'ailleurs, ils reprennent un article du Monde du 18-19 juin dernier. Sachez que pour le match contre les Bleus, le ministère sud-coréen de la Défense avait promis une exemption du service militaire aux joueurs de l'équipe s'ils se qualifiaient pour les 8e de finale. Ça doit être interdit, ça. Alors, vous comprenez, les mecs, c'est pour ça qu'ils étaient motivés en deuxième mi-temps. C'est le meilleur des dopants. Et mieux que ça, les grandes banques coréennes ont offert aux joueurs des comptes rémunérés dont les intérêts passeraient de 4,6 à 6,6 s'ils arrivaient en quart de finale. Alors, il faut qu'on motive nos Bleus de la même façon. Mais c'est vrai, ça prouve à quel point le sport professionnel est dégueulasse. Et alors, dans les péripéties et surtout les dialogues qui rendent malheureuse la pauvre femme du sélectionneur Estelle Denis dans l'émission 100% foot, chaque jour, on a le droit au pauvre tacle qu'elle prend dans la figure parce qu'évidemment, voilà, entre l'amour et le travail, elle ne sait pas forcément quel camp choisir. Et à un moment donné, elle essaie un peu de dévier le sujet, ne pas trop parler du sélectionneur, mais elle dit est-ce qu'il faudrait pas faire appel à un psychologue pour remonter le moral des Bleus? Et la réaction du journaliste qui anime l'émission avec elle, Pierre Ménès, il dit une grande part du boulot de l'entraîneur, c'est justement d'être psychologue. Pour moi, un entraîneur qui a besoin d'un psychologue à côté de lui, c'est que c'est un baltringue. Et paf, prends ça dans les dents, c'est pour ton mari chéri. C'est pas facile, hein, quand même, cette situation. C'est pas faux. C'est vrai que j'imagine bien que ce qu'on appelle psychologue en la matière, c'est ce que l'entraîneur fait, de remonter le moral, de gonfler les gens. Leur dire qu'ils sont les meilleurs. On n'a pas besoin d'aller chercher un spécialiste de l'âme pour faire ça. Vous êtes prêt à aller là-bas à Leipzig, Gérard, pour... Moi, j'ai déjà proposé mes services, évidemment. Vous pouvez pas dire 2-3 mots à Wiltord, à Trezeguet, puisque écoutez, moi je dois dire, vous savez que je m'intéresse peu au sport. Il y a 2 fois où on m'a demandé des conseils et où je les ai donnés. C'est pour la victoire de Noah à Roland-Garros et pour la victoire des Bleus en 98. Ça a plutôt bien marché. Reconnaissez-le. Soyez là-dessus objectif. Et secrétaire en ping-pong aussi. Tu l'avais bien coaché. Oui, je l'ai bien coaché à ce moment-là. Ouais. Ceux qui seraient les plus perdants si jamais la France n'arrivait pas à gagner par 2 buts d'écart contre le Togo, on va dire que c'est ce qu'il faut faire de toute façon,
même s'il y a encore des chances en cas de... Enfin bon, on va pas rentrer dans toutes les hypothèses possibles, mais ce qu'il faut, c'est vraiment gagner par 2 buts d'écart contre le Togo, et là au moins, on n'a aucune crainte, on est qualifié. Mais les plus grands perdants, si on n'y arrive pas, c'est quand même la direction de TF1, qui quand même a dépensé la bagatelle de 100 millions d'euros pour avoir les matchs des Bleus. Si ça s'arrête tout de suite après la première phase de jeu, pour eux, ce sont les grands perdants. D'autant qu'M6, eux, ils ont acheté les autres matchs, c'est-à-dire les matchs de ceux qui resteront qualifiés. La Une a sorti sa calculette. TF1 pourrait perdre 15 millions d'euros dans l'affaire si les Bleus ne se qualifient pas vendredi soir contre le Togo. Oui, mais là où ils ont mal joué, c'est que pour tacler M6, ils avaient les matchs que M6 retransmettait, ils les ont revendus à Canal+ pour faire de la concurrence entre Canal+ et M6. De toute façon, on a l'équipe qui gagnera ce mondial, on le sait, c'est l'Espagne. En effet, Nostradamus l'a dit dans ses écrits. Je savais pas que Nostradamus s'occupait aussi de football, mais je vous jure, c'est dans toute la presse aujourd'hui, c'est écrit dans les livres de Nostradamus. Mais comment c'est traduit? C'est ça qui est intéressant. Alors, quand le 6e mois de 2006, donc mois de juin. On y est. Quand le 6e mois de 2006 sera terminé, donc début juillet, le roi d'Espagne passera les Pyrénées avec son armée. Ça y est, j'ai compris. Donc Balou est passé, il a passé les Pyrénées. Les légions de Belzébuth les attendront pour la bataille dans les plaines d'Europe centrale. La destruction et la défaite s'abattront sur les malins. Le Saint Graal reviendra en Espagne avec le roi triomphant. Le Saint Graal, c'est donc la statuette de la Coupe du Monde de football. Pour les Espagnols, ils en sont sûrs. Ils ont gagné d'avance. Oui, ils ont retenu juste la fin, donc si j'ai bien compris. Il est fort, ce Nostradamus. Il est très fort. Il est très fort, très fort. Quant à Nicolas Anelka, lui, dans l'émission Total Coupe du Monde, diffusée aujourd'hui sur Europe Sport, il a déclaré « Je ne sais pas s'il y a les meilleurs joueurs français dans cette équipe de France. » Bon, bah, c'est normal, il y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on est incapable de supporter l'équipe de France? Moi qui suis extérieur à tout ça, je suis sidéré. Chaque fois que je vois des reportages à la télé sur les supporters des autres équipes, même si tout n'est pas joué pour elles, on a l'impression qu'ils sont incroyablement derrière les autres supporters pays. Français, c'est normal, ils sont peu nombreux, mais en fait, c'est la faute de TF1 et France 2 qui ont multiplié les reportages sur les maisons closes en Allemagne. Les supporters français, ils sont tous là-bas, au lieu d'être dans les stades. Ils sont pas au stade. Ils devraient pas, parce qu'au sein de l'équipe de France, manifestement, c'est le bordel aussi. On se retrouve demain à 16h30.